Alors, j'étais en train de dire bonjour et bon dimanche à tout un chacun parmi vous. Désolé si on se fait un peu rare, mais ça ne dépend pas de nous. Vous savez qu'à part le combat que nous menons, nous avons aussi nos vies. Nous avons aussi une vie personnelle à mener, des projets, des programmes, des occupations à respecter. Donc parfois on se retrouve que tellement on s'est tellement plongé dans le combat, on constate que l'autre côté de la vie, on est en train de perdre le contrôle surtout et donc il faut chercher à se rattraper, à courir après le temps, à chercher à ne pas perdre, tu vois, un peu à rester toujours, chercher à rester toujours au contrôle de tous ces différents fronts. Donc c'est un peu ça. Donc on demande excuse et pardon, mais ça ne veut pas dire que on n'est pas dans le combat ou bien on ne contrôle pas, ou bien on ne combat même plus d'ailleurs, parce que comme on l'a toujours dit, oui, c'est bien de faire les lives, c'est bien de sensibiliser les mentalités faibles, les mentalités qui ne sont pas encore conscientes sur la cause dont nous sommes en train de défendre. Mais à part ça, il y a un autre front de combat qui est on peut dire, invisible et qui est même l'un des fronts de combat les plus importants où nous devons aussi accentuer les choses. Alors, notre thème, déjà je vais vous le signaler que ce live, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Peut-être plus tard dans la soirée, on sera ensemble, peut-être. Mais pour cette petite vidéo aussi, pour ce petit live Facebook aussi, et ça sera très bref. J'ai voulu le faire maintenant. Déjà que si dans la soirée, je n'arrive pas à me rattraper, mais ça reste quand même que j'ai réussi à passer ce petit message. Nous tous, nous avons vécu l'actualité politique ces dernières semaines au Cameroun. Comme vous l'avez bien lu à l'entête de mon live, ce pays tue les jeunes. On constate que ce sont les mêmes qui reprennent jour après jour les commandes de la gérance de notre pays. Ceux qui étaient là, il y a de cela 50 ans, ce sont eux qui sont encore là aujourd'hui. Ceux qui étaient là il y a de cela 30 ans, ce sont eux qui sont encore là aujourd'hui. 30 ans encore, mon papa n'avait pas encore connu ma maman. Ma maman n'avait pas encore connu mon papa. Mais je comprends que ceux qui sont là, plus de 20 ans avant ma naissance, ils sont toujours là aujourd'hui. Donc, on comprend juste que nous sommes, le jeune Camerounais vit une politique où tous ceux qui sont aux affaires s'arrangent de telle façon qu'il n'y ait jamais alternance. Et que même s'il y aura alternance, mais que cette alternance-là ne soit pas entre les mains de la jeunesse de ce pays-là. Ils font tout, ils ont tout dans leur agenda pour conserver le pouvoir, amener le pouvoir avec eux dans leur tombe. Même dans leur tombe, peuple camerounais, jeunesse camerounaise. Si nous ne prenons pas conscience maintenant, si nous ne comprenons pas, si nous n'arrivons pas jusqu'à l'heure actuelle, l'enjeu qu'il y a dans ce combat, ne soyons pas étonnés demain qu'on s'en rend compte que ces vieux papis-là seront sous leurs 2 mètres carrés et au-dessous de leur tombe, ils continueront à nous diriger d'une main de fer. Ça peut paraître un peu théâtral, ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître comme étant une déclaration ou une pensée qui n'a pas de sens. Mais je vous redis, et je redis encore,
Si nous ne comprenons pas, nous la jeunesse camerounaise, nous ne comprenons pas le rôle capital que nous avons à jouer dans ce combat, ne soyons pas étonnés que même demain, sous terre, ces vieux papis continueront à gérer, à nous mener, à nous tenir d'une main de fer. Et ne soyez même pas étonnés demain que, après la mort physique de ces papis-là, le jeune Camerounais va encore vivre le pire de leur politique depuis leur tombe. Qui ne sera pas comparable quand ils étaient encore en vie. Je ne sais pas si je m'explique. Parce que quand nous avons un papy, un mort, quelqu'un qui est dans une forme de coma, retardé, comme Nyat Difendi, qui est en train de toquer les 100 ans d'âge. Qui renouvelle, où la jeunesse camerounaise se retrouve que ce monsieur, son contrat à la tête de cette institution qui se nomme le Sénat camerounais, malgré son état physique qui est déjà détruit, l'âge qui est déjà avancé, ce n'est pas un crime d'être vieux. Nous sommes tous des Bantous. Nous sommes tous des Bantous. Nous avons du respect envers nos aînés, envers nos parents âgés. Sauf que, comme je vous l'ai toujours dit, chez nous, là où je suis né, là où Dieu m'a fait grâce d'être né parmi cette petite famille Bassa, on dit chez nous, un vieux qui ne pense pas que son fils doit prendre les relais à un certain moment de sa vie, ce vieux mérite d'être détruit par la jeunesse. C'est un vieux sorcier, un vieux qui piétine le sang jeune, de telle façon que le sang jeune ne doit pas immerger, ne doit pas arriver au bout du sommet. Ce genre de vieux est généralement mordu par la jeunesse Bassa. Alors, quand on se retrouve, qu'est-ce qui explique quelqu'un comme M. Nyat Difendi, à son état là, physiquement, son état de santé, ça ne donne pas, mais il est quand même là. Et puis on va vous dire que le Cameroun a une population où plus de 75% de sa population est une population qui est jeune. Et cette jeunesse-là observe une telle médiocrité, une telle bêtise, sans toutefois rien dire, sans toutefois réagir. Mais, toujours dans ce même clan, on a le même cousin, ou le même ami, ou le même Tinga, des gangs terribles, qui nous a dit quelques jours auparavant, le 10 février, que l'alternance était pour une nouvelle génération. Qui nous a dit quelques jours auparavant que ce pays était pour la jeune génération. Qui nous a dit auparavant que allez travailler, allez conquérir le monde entier et revenez construire votre pays. On va venir construire notre pays, tu vas nous chasser du Cameroun. Tu vas nous chasser du Cameroun. Tu vas nous étouffer au Cameroun. Tu vas nous faire fuir. Tu vas nous amener à renoncer l'amour envers notre patrie. On ne sort pas du Cameroun comme si on était tellement assis, comme si on était des touristes européens qui quittaient de l'Europe pour aller visiter le monde entier, ou bien pour aller se faire une vie ailleurs sans toutefois avoir une pression quelconque.
les pousse à partir. On part parce que tu nous étouffes. On part parce que tu nous empêches de s'exprimer. On part parce que tu nous interdis même la volonté de pouvoir rêver qu'on peut aussi être. Tu nous interdis même le fait que on n'a pas le droit de penser qu'on peut aussi exister comme jeune et imposer comme étant jeune. Malgré tout ça, on sort de tes griffes. On s'échappe de tes griffes. On domine le désert. On domine l'esclavagisme en Libye. On domine les vagues de la Méditerranée. On arrive là-haut. Lui-même nous dit quelque part que ici, vous pouvez aussi être considérés comme étant des humains. Vous méritez encore avoir une seconde chance dans votre vie. Et là, tu nous interpelles que allez là où vous êtes là-bas en train de conquérir le monde. Étudiez, prenez de la richesse là-bas. Revenez pour construire ce pays parce que ce pays vous appartient. Sauf que, en farinant avec un tel discours, on ne voit pas ton discours aller. Donc, on ne voit pas ton discours aller des paroles aux actes. C'est ça qu'on appelle un homme responsable. Un homme cohérent. Un homme éthique. Un homme qui respecte la dontologie. Un homme qui respecte ce qui sort de sa bouche. Quand on te voit nous dire que le pays nous appartient, le pays appartient à la nouvelle génération, allez chercher ailleurs et revenez construire votre pays. Et qu'on constate que quelques jours plus tard, tu ne maintiens que les vieux qui sont de la même génération comme toi aux affaires. Alors on se pose la question, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Moi je peux comprendre que même s'il y a lui-même il sait à l'intérieur de lui que lui il ne peut plus. Mais il sait quand même que quand on venait de le dire quelqu'un maintenant sur Equinox, il sait quand même qu'il ne peut pas se permettre à dire à M. Biya, qui est son grand frère, que je ne peux plus parce qu'on a déjà fait notre génération. Je suis fatigué parce que la réponse, le retour que M. Biya va l'attribuer sera simple à comprendre. Mais si toi tu dis que toi tu ne peux plus, pourquoi moi je suis toujours là? Ce sont les mêmes. Et la même semaine aussi, on a compris que le même papier qui n'arrive même plus à lire une phrase à l'Assemblée nationale, lui aussi son contrat a été maintenu. Oh bon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais la famille, moi je veux vous dire une chose. Moi je ne fais pas partie de cette masse de jeunesse-là qui passe toujours tout son temps à donner le tort aux autres. À dire que non, ce sont les vieux qui sont tellement coupables. Oui, les vieux nous ont fait du mal. Oui, ce pays tue les jeunes. Mais qu'est-ce que nous faisons jusqu'à l'heure actuelle pour les imposer notre volonté? Parce que la triste réalité est là, la famille. La triste réalité est là. La manne ne quittera jamais du ciel. Et que du jour au lendemain, ces vieux vont comprendre qu'ils doivent lâcher les baskets pour vous. Tout ce qu'ils font maintenant, regardez, tous leurs enfants sont positionnés en positionnement de remplacement. Le même jour qu'on va enterrer quelqu'un comme le papy de l'Assemblée nationale. Mais c'est son fils qui va reprendre. Le même jour qu'on va enterrer quelqu'un comme celui qui est au Sénat. C'est son fils qui va reprendre. Biya lui-même, le même jour qu'il va dormir, c'est son fils qui va reprendre. On va nous dire que non, ces enfants, leurs enfants ne s'affichent pas actuellement politiquement et consorts. Mes frères, regardez le Gabon. Le Cameroun sera le second Gabon en Afrique. Je vous jure. Je vous jure. Je vous jure. Chers jeunes, arrêtons de donner. Oui, ce pays tue les jeunes. Mais ce pays a besoin des jeunes pour être sauvé. Est-ce
pour le comprendre, la famille. Est-ce qu'il faut aller faire l'université, je ne sais sur quelle planète, pour comprendre cela? Ce pays tue les jeunes. Valsero vous a dit cela maintes fois. Ce pays tue les jeunes, mais il faut la jeunesse pour sauver ce pays. C'est pas la Bible qui va sauver ce pays. C'est pas la Bible qui va sauver l'Afrique. C'est pas le Coran qui va sauver l'Afrique. C'est pas l'imam, c'est pas le pape, c'est pas Jésus-Christ qui va vous sortir de l'esclavage. Parce que les Blancs eux-mêmes qui ont apporté l'église, les Blancs eux-mêmes qui ont apporté l'église en Afrique, les Arabes eux-mêmes qui ont apporté les musulmans en Afrique, ils ne passent pas tout leur temps dans les mosquées pour imposer leur liberté. Les Blancs eux-mêmes, qui sont venus nous imposer la Bible en Afrique. Quand je vois un jeune enfant en Afrique, à l'âge de 10 ans, il peut te citer la Bible, du premier chapitre au dernier chapitre. Donc le gars mémorise, à 10 ans, il te cite tous les versets bibliques, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc ça veut dire que quoi? Le gars, il ne part pas à l'école. Il n'y a pas les écoles pour les enfants. Mais il a le temps, la politique en place, la gouvernance de son pays, impose une telle formule qui l'amène à se concentrer sur la chose qui va plus le tuer. Si un enfant, j'ai vu dernièrement où c'était au Gabon, où c'était en Côte d'Ivoire, où c'était au Gabon, attendez un peu la famille. J'ai vu dernièrement, si c'était au Gabon, si c'était en Côte d'Ivoire, un enfant de 10 ans, ils étaient deux. J'avais juste oublié de sauvegarder la vidéo. Un enfant de 10 ans, il te cite les versets bibliques. Comme s'il citait une récitation qu'on l'avait appris à l'école. Tu pars en Afrique de l'Ouest. Tu vas trouver un enfant de 9 ans. Il cite le Coran comme si c'était, je ne sais pas. Mais les mêmes enfants, d'une même génération en Europe, même âge, tu vas les trouver ici. Ils sont déjà dans les laboratoires. Le blanc, la politique européenne est en train de les préparer déjà à l'âge de 10 ans. Comment penser le monde qu'ils vont gérer 20 ans en avant. 20 ans en avant. Un enfant de 10 ans ici, à l'école, dans les différents laboratoires qu'il mène, tout son enseignement est basé à inventer le monde qu'il doit gérer dans 20 ans. En Afrique, un enfant de 10 ans est en train de prier toujours que quand il va mourir, il aura une vie à l'éternel. Il aura une vie normale au paradis, remplie de l'or, pas sur terre. Non. L'enfant africain, on ne prépare pas l'enfant africain à penser l'Afrique, à penser à créer l'Afrique dans 20 ans. On accouche l'enfant africain et on le fait grandir dans une forme de bêtise avancée que après sa mort au paradis, il pourra vivre libre.
européenne. Ils ont né le même jour, même date. Pendant que l'enfant européen était en train de penser le monde qu'il doit gérer dans 20 ans, il est en train de créer avec ses crayons couleurs le monde qu'il doit gérer dans 20 ans. On va se retrouver que l'enfant africain qu'on avait donné, la Bible ou le Coran, dès lors qu'il était sorti du ventre de sa maman, va fuir l'Afrique. Il va fuir l'Afrique dans 20 ans pour venir lécher les fonds d'assiette dans le monde que l'enfant qui a le même âge que lui a commencé à penser il y a de cela 20 ans en arrière. Oui, la dictature nous fait du mal en Afrique. Oui, les vieux nous font du mal en Afrique. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne voyez pas que dans cette masse de douleur-là, il y a aussi notre part de responsabilité. Il y a notre part de responsabilité, la famille. Il y a notre part de responsabilité. Il y a notre part de responsabilité. L'Africain est le seul qui prie au monde, qui demande à Dieu, en priant chaque jour, à travers ses prières, il demande à Dieu de lui donner ce qu'il a déjà. Par contre, l'Européen, lui, c'est qu'il n'a pas cela, mais l'Européen, dès son bas âge, il commence déjà à penser comment celui-là qui est en train de prier à Dieu de lui donner ce que lui, il a, il commence déjà à penser comment il doit venir prendre demain gratuitement ce que toi tu es en train de demander à Dieu. Chez toi, ce que tu as. Et c'est le même Dieu, hein? Parce que, pour comprendre le monde, parce qu'on nous a toujours dit que le Dieu était invisible. Le Dieu était une force invisible, le Dieu était au paradis. Non, le Dieu est sur terre. Dieu est sur terre, Satan est sur terre. Dieu est sur terre et Satan est sur terre. Vous allez me poser la question que qui est Dieu? Le Dieu sur terre, c'est l'homme blanc. Que vous l'acceptez ou pas, ça ne sera que le contraire. Quand vous aurez le courage de renverser les normes, de renverser les tendances. Le Dieu sur terre, le Dieu dans ce monde, c'est l'homme blanc. Et le Satan dans ce monde, c'est l'homme noir. Parce que, pendant que vous priez Dieu, qu'il vous donne ce que vous n'avez pas, le Dieu qui est le blanc, lui, il ne prie pas Dieu qui lui donne ce qu'il n'a pas. Il vient prendre gratuitement ce que vous avez déjà. Avec votre accord parfois. Avec votre accord parfois. Avec votre accord, vous à qui on a vu à un certain moment, vous avez cru que l'homme blanc était le commencement et la fin. Vous qui avez pris la culture qui vient d'ailleurs comme si c'était votre base. J'ai vu dernièrement, il y a une forme de lavage de cerveau actuellement qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. La famille, je vais sortir par là parce que là, je suis déjà en retard. Regarde, quand je vous dis que l'Afrique est un centre de fous, une masse de folie, l'Afrique est un hôpital qui n'incarne qu'une masse de folie. Ces derniers jours en Côte d'Ivoire, il y a une autre forme de lavage de cerveau qui est en train de prendre surface. J'ai vu aussi dernièrement, toujours en Côte d'Ivoire, il y a cette nouvelle forme de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, où on observe un groupe d'inconscients, de jeunes inconscients africains qui cherchent à convaincre aux autres abrutis qui sont des musulmans que c'est dans la Bible que
se trouve la vérité de l'humanité. Que c'est Jésus qui est la vérité de l'humanité. Et de l'autre côté aussi, on constate les musulmans, une masse d'abrutis aussi, qui font partie des musulmans, qui veulent comprendre, qui veulent faire comprendre à ceux qui ne sont pas musulmans comme eux que non, c'est Allah qui est la vérité du monde. Donc, voilà les individus qui ne sont pas des créateurs d'une science, qui ne sont pas les initiateurs, les fondateurs d'une philosophie. On les a apportés deux philosophies qui viennent d'ailleurs. On est venu les imposer cette philosophie en les obligeant à accepter que la base de leur philosophie, où sont nés leurs parents hier, était sans valeur. On se retrouve maintenant que les deux philosophies qu'on les a apportées, ils sont en train de vouloir montrer au monde qu'ils connaissent mieux ces philosophies-là que plus que ceux qui l'ont créé. Donc l'Africain est celui-là qui connaît Jésus-Christ plus que le Juif. L'Africain est celui-là qui connaît la Bible plus que l'homme européen qui a apporté la Bible à l'Afrique aujourd'hui. L'Africain est celui-là qui connaît le Coran plus que Mohammed. L'Africain connaît le Coran plus que les Arabes. Oh, God bless. Mais ils veulent être libres. Voilà les individus qui sont déjà emprisonnés dans des prisons externes. Ils ne sont même pas... Donc non seulement ils sont emprisonnés intérieurement, ils sont même encore plus emprisonnés extérieurement. Et vous allez vous étonner que, au lieu qu'un enfant revendique ce qu'il y a de concret dans sa vie, il cherche à revendiquer une chose imaginaire, une chose dans les rêves avancés, dans les rêves noctambules. Au lieu qu'il puisse revendiquer ce qu'il doit gagner de façon directe, virtuelle, de façon vivante. Tu n'as pas de l'eau. Je t'impose que tu me donnes de l'eau parce que c'est toi que j'ai voté. Il va te dire que non, je peux te voter, mais je vais revendiquer de l'eau à celui que je ne vois pas, en le priant, Jésus-Christ. Voilà ça l'Afrique. Et vous allez vous dire un jour que même si ces dictateurs la partent, vous allez vous libérer, vous allez réussir à trouver, la profondeur de votre valeur humaine. Mais non, chère famille, vous êtes une masse de population qui est habitée, qui est rongée par une maladie qu'on appelle la folie avancée. Qui est habitée par une maladie qu'on appelle la folie avancée. Parce que toi, tu ne peux pas venir chez moi. Je ne peux pas te parler de ma maman ou de mon père. Et toi, tu prétends me dire que tu connais mon père plus que moi. Toi qui viens d'ailleurs, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne peux pas te parler de ma famille. Et toi, tu prétends me dire qu'à un certain moment, tu peux connaître ma famille plus que moi-même. Mais c'est le monde à l'enfer. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique. On voit les jeunes Africains, ils organisent des séances de prédication en plein carrefour. Ils font un jeu entre musulmans et chrétiens. Vraiment, la bêtise est nègre. La bêtise est nègre. Et voilà là où... Et ça arrange le politique africain. Et là, ça c'est une formule qui arrange le dictateur africain. Il sait bien que tant que vous allez passer votre temps à discuter sur les inutilités, ils auront la table à leur service de faire de vos vies, de vos ressources, de vos richesses, de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui explique? Moi, depuis que je suis en Italie, ça fait déjà presque 5 ans. Le Vatican est à moins de 2 mètres de moi. Ici en Europe, je n'ai jamais vu
Même ceux-là qui sont des chrétiens catholiques et ceux-là qui sont des chrétiens protestants, organiser une telle médiocrité, une forme de médiocrité avancée que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en Afrique. Les jeunes qui se placent en plein carrefour, un jeune Italien qui se place en plein carrefour, lui il est catholique et l'autre est protestant, et tous ensemble, ils sont en train de discuter de quel côté se retrouve le vrai Dieu, de quel côté se retrouve la vérité. Et en Europe, ici au Vatican, j'y vais à l'église chaque jour. Je suis chrétien, mais la masse de ceux qui vont à l'église au Vatican, ils sont à plus de 60 ans d'âge. Le jeune européen ne part pas à l'église. Le jeune européen est en train de penser dans les laboratoires comment demain il va avoir les prochains bénis, oui, en Afrique pour qu'il vienne prendre le café gratuitement. Et que son peuple puisse boire une tasse de café à bas prix, à 1 euro. 1 euro, une tasse de café, alors qu'à 1 euro, un jeune travaille pendant 2 jours en Afrique pour avoir 1 euro. Pourquoi vous êtes bête? Pourquoi vous êtes ici? Donc, vraiment, je reste souvent comme ça. Oh. La famille, on va continuer dans la soirée. Parce que si on reste de parler, on reste là pour chercher à amener l'Africain, le jeune Africain à comprendre les enjeux de notre combat. Il faut y donner assez de temps. Et si on a d'autres choses en parallèle à gérer, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gérer comme ça en un coup de main. Donc, je pense, au plus tard, 19 h, on sera ensemble pour 2 h, jusqu'à 21 h. Donc, c'est quoi? La patrie ou la mort, le combat continue.